Entre couvre-feu, confinement et fermeture des lieux de restauration, de culture et de divertissement, on est nombreux à avoir augmenté notre consommation de vidéos en ligne. D'ailleurs, merci d'être là. Et vous êtes peut-être, comme moi, goinfré de séries Netflix. Mais avoir à sa disposition des saisons entières, pouvoir zapper des génériques, enchaîner les épisodes, est-ce que ça changerait pas notre regard sur les séries? Et même, est-ce que ça changerait pas la façon dont on construit les séries? Alors, installez-vous confortablement, prenez votre plaid et vos pop-corn, bienvenue dans Avis de recherche. Benjamin Campion est docteur en études cinématographiques et audiovisuelles et ATER à l'université de Montpellier. Et il s'intéresse à l'écriture sérielle, c'est-à-dire l'écriture des séries. Il a notamment étudié l'utilisation de la nudité et du sexe dans les séries HBO. Mais dans son article intitulé « Regarder des séries sur Netflix, l'illusion d'une expérience spectatorielle augmentée », publié en 2019 dans la revue TV Séries, il analyse l'évolution de l'écriture, de la réalisation et du visionnage des séries avec l'introduction des différentes fonctionnalités de lecture de Netflix. Alors Netflix n'est une plateforme de streaming, enfin de diffusion en ligne en bon français, que depuis 2007. À sa création en 1997, l'entreprise louait des DVD par correspondance. Et son évolution a suivi, voire même anticipé, les nouveaux modes de consommation audiovisuelle de ses clients. Je précise qu'il n'y a pas du tout de placement de produit, c'est vraiment juste une étude scientifique. Depuis quelques années, le terme binge-watch a fait son apparition dans notre vocabulaire. Et donc en bon franglais, binge-watcher, c'est regarder frénétiquement tous les épisodes d'une série sur un temps très court. Comme certains enchaînent les verres d'alcool très rapidement pour atteindre l'ivresse au plus vite. Contrairement à l'alcool, le but de binge-watcher n'est pas vraiment d'être saoulé d'une série. Même si, soyons honnêtes, ça peut être un effet secondaire. Mais ce terme reflète une nouvelle façon de regarder les séries dont les saisons sont désormais disponibles en totalité dès le premier jour de leur diffusion. C'est d'ailleurs Netflix qui a lancé le mouvement en 2013 avec la sortie de House of Cards et qui au passage a fait du binge-watching un argument publicitaire. Et on va pas se plaindre, ça nous permet de visionner des séries à notre rythme, à l'heure qu'on veut et où on veut. Plus besoin d'attendre la diffusion du prochain épisode. Mais Benjamin Campion attire justement notre attention sur l'importance de cette attente dans la réception d'une œuvre sérielle. C'est joli ça, œuvre sérielle. La diffusion linéaire de la télévision offre à la fois un rendez-vous collectif qui fait que tout le monde voit l'épisode en même temps et un temps de spéculation, d'interprétation où l'imaginaire individuel et collectif élabore toute une variété de suites possibles. D'ailleurs, selon Sarah Hatchwell, professeure en études cinématographiques et auteure de Rêves et séries américaines, La fabrique d'autres mondes, ce temps de latence devient ainsi un temps de création où la série devient une fiction collective. Dans un système médiatique qui construit normalement une séparation étanche et hiérarchisée entre créateurs et spectateurs, se recrée alors une relation plus directe et interactive où l'on retrouve les caractéristiques du spectacle vivant. Je sais pas si vous avez suivi Game of Thrones à mesure de sa diffusion, mais moi j'ai souvenir de discussions sans fin sur qui va mourir, qui va accéder au trône, et de soirées de visionnage entre amis. Et bien c'est ça dont on parle. Et Benjamin Campion, l'auteur de l'article, nous donne aussi l'exemple de la série Lost, qui date un peu maintenant, c'est vrai, mais qui a marqué l'histoire des séries par l'engouement qu'elle a suscité. Et aussi, et surtout, par le type de contenu de fans qui a été créé en ligne. Plusieurs encyclopédies collaboratives ont vu le jour. Mais pour alimenter une telle encyclopédie, alors il faut certes être passionné, mais il faut aussi avoir du temps et surtout être dans l'attente d'une réponse. Et c'est ce temps d'attente qui motive la recherche des indices qui pourraient alimenter l'une ou l'autre des théories. Du coup, en ayant tous les épisodes tout de suite, le spectateur est moins investi dans la série sur le long terme. Enfin, disons qu'il est encouragé à s'y investir très vite et très intensément pour binge-watcher toute la saison. Et enfin, sans le rendez-vous collectif donné par la diffusion linéaire, c'est beaucoup moins évident d'être synchrone sur le visionnage. Et pour les séries très connues, avec les réseaux sociaux, c'est devenu carrément un parcours du combattant pour éviter les spoilers. Alors tant que c'était juste un épisode qu'on se dépêche de regarder dès qu'il est diffusé aux États-Unis, ça va, mais quand c'est une saison entière... Oui, c'est à toi que je pense, qui a regardé toute la saison de Stranger Things en une nuit pour éviter d'être spoilé par Kevin le lendemain au boulot. Et du coup, quand on regarde une saison entière sans faire de pause, les éléments de répétition comme le générique ou le récap des épisodes précédents peuvent sembler accessoires. Mais le sont-ils vraiment? Mais que de cliffhanger dans cet épisode d'Avis de recherche! Passer les crédits des films et des séries est désormais automatique sur Netflix et sur d'autres plateformes comme OCS. C'est-à-dire que désormais, vous ne voyez plus que 8 secondes de générique de fin avant que l'épisode suivant ne se lance automatiquement.
Et 8 secondes, c'est peu. Vous avez tout juste le temps de réaliser que c'est fini, ou de vous redresser un peu dans le canapé, et pouf, on vous lance déjà la suite. Alors, vous me direz oui, mais en même temps, regardez les crédits, personne ne le fait, et de toute façon, on s'en fout. On veut la suite parce que la plupart des épisodes se finissent par un cliffhanger et que le suspense est insoutenable. Mais justement, la structure des épisodes de série repose sur la présence d'une fin et d'un générique de fin. Selon l'auteur, le compte à rebours de 8 secondes, qui a d'ailleurs été réduit depuis son implémentation, ne permet plus au spectateur de faire une vraie pause, d'assimiler ce qu'on vient de voir et d'y réfléchir. Sans compter que l'enchaînement diminue la puissance des dernières images. Le silence ou l'arrivée de la musique de fin sont judicieusement choisis, et les paroles sont parfois lourdes de sens et elles prolongent la narration. But all we have to do first is try. Et cet effet tombe donc complètement à l'eau si le générique de fin est escamoté. Ouais, j'ai dit escamoté, ouais. Et au-delà de l'aspect créatif, les crédits de fin sont aussi la reconnaissance du travail de toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de l'épisode. Et ça peut être le moment de glisser quelques remerciements spécifiques, ou bien un hommage, et même des messages cachés. Mais le générique n'est pas la seule partie que l'on peut zapper en regardant des séries sur les plateformes de streaming. Toutes proposent maintenant l'option passer l'intro, qui en fait n'est pas vraiment une intro, mais plutôt le générique d'ouverture. Mais encore une fois, on peut se demander si cette partie de l'épisode est réellement superflue. Déjà parce que le générique de début n'est pas forcément répétitif, il peut être remodelé à chaque saison, voire d'un épisode à l'autre. L'auteur donne d'ailleurs l'exemple de celui de Game of Thrones, qui nous donne des indications sur la suite à venir en modifiant la carte qui s'affiche sous nos yeux. Mais certains génériques de début sont carrément adaptés à chaque épisode. Et le rythme de l'épisode est aussi calé sur l'apparition de ce générique. Il clôture une séquence introductive, permet de respirer après cette séquence, et son intégration dans la narration est souvent faite avec soin. Là aussi, en créant la plupart du temps une rupture ou bien une continuité sonore et visuelle. Et le dernier élément que Netflix nous propose de zapper, ou plutôt que Netflix zappe automatiquement lorsqu'on regarde plusieurs épisodes, c'est le résumé des épisodes précédents. Pourtant, selon Benjamin Campion, cette séquence a aussi son rôle à jouer dans notre réception de l'épisode, car elle peut nous alerter sur un rebondissement à venir, ou au contraire, nous induire sciemment en erreur en nous mettant sur une fausse piste. Alors oui, on peut manuellement désactiver toutes ces options, mais cela demande soit de fouiller dans les options du compte, soit une intervention très rapide. 8 secondes pour poser sa tablette de chocolat, relever le plaid, accéder à l'ordi, faire apparaître la souris et cliquer au bon endroit. Bon courage. Et comme le remarque l'auteur, c'est un petit peu ironique de devoir lutter pour voir certaines choses sur une plateforme qui mise ouvertement sur l'accessibilité et l'interactivité de ses programmes. La configuration de base est donc celle qui consiste à ne regarder que le corps des épisodes qui se succèdent. En d'autres termes, Netflix fait tout pour nous donner le sentiment de regarder non plus des épisodes, mais un long épisode débarrassé de toute redondance. Mais du coup, à quoi bon continuer à écrire sous forme de série ? Aujourd'hui, les séries diffusées sur Netflix sont produites par saison entière avant leur mise en ligne. Il n'y a donc plus de chevauchement entre le moment de l'écriture et le moment de la diffusion, ce qui a l'avantage d'éviter l'annulation en cours de diffusion et qui permet de s'engager tout de suite sur un scénario dont les arcs narratifs vont s'étendre sur une ou plusieurs saisons. Bon, ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de réécriture possible en fonction de la réception, donc les spectateurs pourront gueuler tout ce qu'ils veulent parce qu'un personnage est mort, il ne sera pas ressuscité avant la saison suivante. Benjamin Campion se demande justement si l'incitation au binge-watching ne signifie pas la fin de l'indépendance de l'épisode unitaire, et donc la fin de l'écriture en série et de sa force narrative. Puisqu'un épisode ne se regarde désormais plus seul, on n'en regarde plus un seul à la fois, après vous regardez avec qui vous voulez. Pourquoi chercher à donner à chaque épisode une structure qui se tient avec une introduction, un nœud, un dénouement, qui s'inscrivent en plus dans d'autres arcs narratifs qui traversent la saison? En gros, pourquoi se faire chier? Alors bien sûr, cette réflexion s'applique plutôt aux séries dramatiques ou oniriques, en langage sériephile,
qu'aux sitcoms ou aux séries comiques en général, qui restent encore souvent feuilletonnantes. Et aujourd'hui, les scénaristes qui travaillent à l'écriture de séries pour des plateformes telles que Netflix sont donc encouragés à considérer la saison comme unité de base pour écrire leurs histoires, sans se préoccuper du découpage en épisodes. Joey Soloway, qui a créé la série Transparent, explique d'ailleurs comment, sur la saison 2, Yale commençait à considérer les épisodes comme interchangeables, une scène de l'un pouvant être intervertie avec une scène de l'autre. Et pour Yale et son équipe de scénaristes, une saison entière correspond désormais à un film de 5 heures. Et dans ce contexte, le principe de l'épisode pilote, qui donne aux spectateurs une idée de ce qu'ils attendent, n'a plus vraiment de sens. Les propos rapportés de Ted Sarandos, ancien directeur des programmes et désormais co-PDG de Netflix, confirment d'ailleurs un vrai changement d'unité. Dans certaines séries, selon lui, telles que Bloodline, c'est carrément la première saison qui constitue en elle-même un épisode pilote. Donc après avoir concentré l'attention du spectateur au corps de l'épisode, en enlevant les résumés et les génériques, le risque, c'est d'assister en même temps à la dilution des histoires sur les saisons et d'aboutir à des épisodes qui, pris indépendamment, n'ont pas vraiment d'intérêt. Le feuilletonnement, c'est pourtant ce qui fait que vous n'allez pas réagir de la même façon si je vous propose de regarder un film de 6 heures ou de binge-watcher une saison entière de Stranger Things. Et pourtant, c'est la même durée. Enfin, selon Benjamin Campion, les options de visionnage de Netflix poussent le spectateur à découvrir la suite en lui faisant comprendre que il a encore rien vu. Et en plus, en rendant absurde l'idée de pouvoir émettre un avis définitif sur la série sans avoir tout vu. Et selon lui, inciter les spectateurs à binge-watcher tous les épisodes au lieu de leur proposer de s'engager sur le long terme à partir du visionnage de seulement quelques épisodes, c'est un peu nier leur capacité de jugement. En encourageant le binge-watching, Netflix et les autres plateformes de diffusion ont donc permis, presque accidentellement, l'émergence d'une nouvelle forme d'écriture, à mi-chemin entre la série et le film. Et je voulais quand même rappeler qu'au-delà des considérations créatives, les plateformes de diffusion ont un intérêt commercial à pousser au binge-watching. Les options que l'auteur analyse ici viennent s'ajouter aux bulles de filtre et autres défilements automatiques de bande-annonce qui incitent à rester le plus longtemps possible sur le site. Mais la réflexion menée sur l'écriture sérielle et le rendez-vous collectif est loin d'être anodine. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis novembre 2020, Netflix teste en France un onglet direct, qui n'est autre que la diffusion linéaire d'épisodes de séries. Donc, le rendez-vous télé réinventé. Voilà, comme d'hab, le lien de l'article est en description, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil pour avoir plus d'explications, et à feuilleter la revue en ligne. Il y a plein d'analyses depuis l'émancipation féminine dans Buffy jusqu'au transhumanisme dans Westworld. Cet épisode a été monté par Zoé, de la chaîne Zoétrope, et moi, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne, Léa Bello, et je vous invite à aller faire un tour sur les comptes et le site web de Mondes Sociaux pour avoir d'autres contenus vulgarisés en sciences humaines et sociales. Sur ce, au mois prochain!